Afrique, continent immense sur les rives duquel le flux des océans a déposé au cours des âges les alluvions de l'histoire du monde. Et cependant, le cœur même de l'Afrique demeurait hier encore terre inconnue, inexplorée. Il y a moins de 100 ans, des explorateurs fameux franchissaient pour la première fois la région qui s'étend de part et d'autre de l'équateur. Ils découvraient des vastes territoires, des montagnes énormes, des lacs qui sont des mers intérieures, la brousse, la savane, la forêt équatoriale, un des plus grands fleuves au monde. Des tribus autochtones y menaient une existence peuplée de traditions, de croyances et de mythes qui ne livrent que lentement leurs secrets. Personne à l'époque ne soupçonnait les richesses de ces terres. Mais un roi clairvoyant, tenace et habile, conçut et réalisa son grand dessein, prolonger son pays au cœur même de l'Afrique, unir le Congo à la Belgique. Depuis 70 ans, les Belges gèrent au Congo l'héritage que leur a légué Léopold II. Ils ont soulevé ce territoire à bout de bras pour le hausser graduellement au niveau de la civilisation du XXe siècle. Pendant des millénaires, la physionomie de ces régions est demeurée intacte. C'était le royaume de la nature, de la végétation, de la faune, des saisons et de leurs grands cycles. Les conditions de l'homme y étaient précaires, toujours menacées par l'arbitraire des éléments. Aujourd'hui, cette physionomie porte les multiples traces d'un vaste travail de mise en ordre et de mise en valeur. Le Congo accède de plein pied à l'histoire de notre temps. La terre belge d'Afrique, patrie des indigènes, patrie ou seconde patrie des Blancs qui s'y sont fixés et y ont fait souche, est une des grandes réserves de la prospérité internationale. Léopoldville, capitale du Congo belge, plaque tournante du trafic aérien en Afrique centrale. Son aéroport doté de la piste de décollage et d'atterrissage la plus longue du monde est le point de correspondance entre les avions long courrier et les appareils desservant l'intérieur du continent. Un courrier spécial arrive au terme de son voyage. En 16 heures de vol, il a franchi la distance qui sépare Bruxelles de Léopoldville. À bord se trouve un jeune souverain qui, pour la première fois depuis son accession au trône, vient visiter et reconnaître ses territoires d'outre-mer, saluer ses sujets et recevoir leur hommage. Baudouin Ier, roi des Belges. Le souverain est accueilli par le gouverneur général du Congo et par le ministre des colonies.
visite d'un souverain s'entoure de fastes officiels. Mais au Congo, le roi est aussi le grand chef des populations noires et pour celle-ci, la venue du roi commence par une lessive générale. Même au jardin zoologique, les gardiens procèdent au nettoyage de leurs pensionnaires, grands et petits. La coiffure des enfants et des femmes requiert des soins infinis et une grande patience. En effet, les cheveux sont tressés en petites mèches et chacune d'elles est enroulée ensuite de fil à coudre. Une seule séance de coiffure, selon les règles de la tradition congolaise, prend plus de 4 heures. Ici encore, comme à chaque étape du voyage royal, comme à chaque phase de la découverte du Congo d'aujourd'hui, les contrastes se télescopent. Le noir copie son élégance vestimentaire sur le blanc. Mais la femme indigène demeure fidèle aux traditions, notamment à celle du grand pagne drapé, qui reproduit en imprimé le portrait de l'auguste visiteur. Et la famille endimanchée s'en va dire bonjour à son roi. Aux approches de la cité indigène, le roi fait arrêter et quitte sa voiture pendant quelques instants pour recevoir le bouquet de fleurs que lui offre une petite fille noire vêtue à l'européenne. Le bonjour des Noirs. Tout le long du parcours qui conduit vers leur cité, la gaieté, la joie éclatent en des cris, des acclamations, des danses. C'est le grand tohu-bohu d'un peuple simple et naïf, tout à sa grande affaire. Fêter celui qui, à peine débarqué, a été baptisé d'un nom nouveau. Baudouin Ier, les Congolais l'appellent Bwana Kitoko, c'est-à-dire noble seigneur. Tel le roi est apparu aux Noirs, tel ceux-ci le nomment, usant de leur traditionnelle prérogative, qui consiste à reconnaître et à saluer tout nouveau venu d'un nom dans leur propre langue, en s'inspirant seulement de ce qu'ils voient et devinent de son caractère et de son cœur. Au terme de la première et triomphale journée, 70 000 spectateurs se sont assemblés dans le stade de Léopoldville pour assister à une grande fête en plein air qui comportera défilés, exercices de gymnastique, jeux et spectacles.
La jeunesse du Congo, confondue dans une grande représentation, exécute un programme dans lequel elle met toute sa grâce et tout son enthousiasme. Première interlude dans la grande symphonie du Congo en fête. Voici Matadi, destination des grands navires qui assurent la liaison entre le Congo et le monde. Nous sommes ici au point le plus profond de l'estuaire du fleuve Congo. Ces eaux descendues en gradin depuis Léopoldville doivent parcourir 200 km avant d'atteindre l'océan. Le roi Baudouin et sa suite vont descendre l'estuaire à bord de la Malle Elisabethville. Jadis, toute aventure sur le fleuve Congo se terminait en aval de Matadi, au chaudron de l'enfer, tourbillon d'une terrible violence qui barrait la route aux explorateurs les plus audacieux. C'est au-delà de Matadi que le fleuve cesse d'être navigable. Escale à Boma, située à mi-chemin de Matadi et de l'océan. C'est ici que le roi quitte la Malle pour s'embarquer à bord d'une Algérine, laquelle, escortée d'une vedette, met le cap sur la pointe de Banane, véritable Finistéré, où le fleuve épanche dans l'océan sa masse d'eau brunâtre chargée des alluvions récoltées sur des milliers de kilomètres. Quelques kilomètres à peine séparent Banane de Moanda, lieu de villégiature sur l'Atlantique où le roi a pris quelques repos. Du bord de l'océan au cœur de la forêt équatoriale, en une matinée, le roi a franchi en avion quelques 1000 kilomètres. Parmi toutes les images contrastées et souvent tumultueuses du Congo, Coquillateville est pareil à un jardin enchanté. Les génies du fleuve et de la forêt semblent avoir conclu ici un pacte bienveillant avec l'homme. Un bateau descend le fleuve et c'est le Mississippi romantique qui tout à coup semble revivre dans cette région intacte de l'Afrique. Une pirogue vire lentement et c'est tout l'enchantement d'une légende exotique.
nénuphars, manioc rouge, sceptre de pharaon, bougainvillier, flamboyant, orchidée, composent une symphonie qui fait le ravissement du botaniste et l'enchantement du profane. Sous le soleil de l'équateur, ces plantes et ces fleurs s'épanouissent naturellement, en abondance, dans cette terre vierge, dont la nature elle-même est le grand jardinier. Le périple royal s'est déroulé sur 10 000 kilomètres. Les grandes étapes furent Matadi, Moanda, Cotilladeville, Luluabour, Kamina, Elisabethville, Usumbura, Astrida, Nyanza, Bukavu, Stanleyville. Le passage du roi vit se multiplier les manifestations de loyalisme. À l'étonnement des uns se mêlait la frénésie des autres, une frénésie joyeuse et communicative qui s'emparait des foules et les entraînait, supprimant les différences d'origine, de race et de couleur. Joie des photographes amateurs, le roi Baudouin traverse Elisabethville à pied. Le couvre-chef, les ornements sacrés et profanes, autant de signes du rang, de la dignité et du pouvoir sous toutes les latitudes.
Durant sa visite à Élisabethville, le roi a posé la première pierre d'une nouvelle église dédiée à Sainte-Marie de l'Assomption. Le vicaire apostolique du Haut-Katanga accueille le souverain. Sire, en posant cette pierre, votre majesté perpétue et confirme la haute pensée du fondateur du Congo, notre grand roi Léopold II. Quinto, regni sue majestatis regis Balduini anno secondo, coronazione sanctissimi patris pii duodecimi. Dans les fermes expérimentales de l'Institut national pour l'étude agronomique du Congo belge, les problèmes relatifs à l'amélioration du cheptel et à la nutrition des populations font l'objet de recherches systématiques. Le bétail importé d'Europe reçoit une alimentation très étudiée, grâce à laquelle la production laitière atteint le niveau des meilleures fermes européennes. Les méthodes d'élevage et l'amélioration des espèces fourragères et des pâtures, mises au point dans les centres de recherche, profitent à tout le colonna agricole du Congo. Le roi se rend à Kamina, la plus grande base militaire d'Afrique. La base de Kamina comprend un corps de la force aérienne, un bataillon d'instruction et de service, un dépôt, un service technique et des troupes campées. Le corps de la force aérienne englobe une école de pilotage et peut accueillir plusieurs escadrilles. Aux confins de la province du Katanga, ce haut plateau constamment balayé par les vents était naguère encore une brousse désertique. 50 000 hectares ont été aménagés pour les besoins de l'armée. Une véritable cité militaire a été construite. Elle comporte des logements modernes et des installations qui contribuent au confort des officiers et soldats astreints aux sévères disciplines du service militaire de notre époque. La base accueille aujourd'hui le commandant en chef de l'armée belge, accompagné du ministre de la Défense nationale et des officiers supérieurs. Le roi va passer en revue les troupes d'Afrique. Les prodiges de la science et les merveilles de la technique ont cessé d'étonner les jeunes noirs de Kamina, qu'il s'agisse d'entretenir un moteur d'avion ou de vérifier l'installation électrique. La région de Kamina, si diversifiée dans sa configuration, savane, termitière, marécage, galeries forestières, offre un terrain de manœuvre et d'exercice idéal pour l'entraînement des volontaires paracommandos, troupes de choc de l'armée moderne. Le réalisme saisissant de leurs exercices est à la mesure du courage et de l'endurance dont ces jeunes gens font preuve.
du Congo. Chaque fumée a sa raison d'être. Lorsque l'homme met le feu à la brousse, il ouvre la voie à une végétation nouvelle. De même, la fumée qui monte des cheminées indique la présence de l'homme au travail. Dans les temps modernes, ce pays a révélé des ressources minérales prodigieuses. L'uranium, que l'on entoure de tant de mystères, le diamant industriel, l'or, l'étain, le cobalt. Le minerai de cobalt est chauffé à 1500 degrés dans un four de raffinage. Le métal en fusion coule ensuite dans un bac d'eau où il se solidifie sous forme de granules. Le cobalt est un élément indispensable à la composition d'alliages métalliques capables de résister aux plus hautes températures. Il est utilisé notamment dans la fabrication des moteurs à réaction. Katanga, pays du cuivre. À la coulée grise de cobalt va succéder la chute en fusion d'un métal rouge, encore à l'état brut. À une température de 1100 degrés, le cuivre tombe par gravité dans une lingotière où il se solidifie. En quelques minutes, l'opération est terminée et elle a produit 65 tonnes de cuivre. Les usines du Congo sont nées de la volonté du blanc. Ces usines tournent grâce aux travailleurs noirs, déracinés, enlevés à leur milieu coutumier. Aux harmonies de la grande forêt et au silence de la brousse ont succédé le vacarme implacable des machines et les servitudes d'un travail monotone. L'indigène vit maintenant sur le rythme de l'équipe montante et descendante. Quelle que soit cependant la condition qui lui est faite, le noir conserve une part que ni l'usine, ni l'industrie, ni la technique ne peuvent lui aliéner. Sa part d'hérédité, de rêve, de souvenir, de nostalgie. Et aussi, dans le chef de quelques-uns, leur part de talent. Peindre. Faire des images selon le regard intérieur. Faire revivre par le pinceau et au moyen des couleurs les plus rutilantes l'éventail intact du monde africain. Puis choisir parmi toutes ces feuilles celle qui est la plus belle. Quoi de plus naturel que le désir d'un artiste d'offrir à un visiteur éminent et respecté ce qu'il a de plus précieux, une part de son œuvre. Et les consignes se sont levées devant tant de simplicité. Précédant les grandes manifestations d'hommage des chefs venus en grande pompe de tous les coins du pays, le cadeau du peintre ouvrier est le symbole de la déférence et de l'affection des foules congolaises. Le Nimi, grand chef des Bakuba, peuple de l'éclair, revêtu de son costume d'apparat qui pèse plus de 100 kilos, est conduit dans son carrosse vers la résidence de Luluabo. Après avoir parcouru 250 kilomètres, le Nimi arrive au rendez-vous du roi. Ce noble vieillard couvert de peau, de perles, de dents d'animaux sauvages, de raffia, de plaques de cuivre travaillées, est ankylosé sous le poids des insignes fastueux de son rang. On s'affaire autour de lui pour le conduire vers son trône. C'est là qu'assis au milieu de ses fils et des dignitaires de sa cour, le roi des Bakuba va pour la première fois rendre hommage à son nouveau suzerain.
Ikonga Samo, grand chef de Dekeze, porté à bras d'homme dans son tipoy, est précédé des serviteurs chargés des présents destinés au roi. Au terme d'un long voyage à travers les sentiers et les pistes de la brousse, Ikonga exécute une danse d'allégresse. Parmi les présents traditionnels, les lances, les défenses et les pots réservés aux grands chefs. De toutes les régions du Congo, les grands chefs se sont mis en marche. Certains parmi ces notables disposent aujourd'hui des aménités de la civilisation. Mais à leurs yeux, l'honneur exige que pour saluer le roi, ils se parent de leurs costumes et ornements traditionnels. Une double tradition dynastique s'affirme ici. Les cadeaux des chefs congolais au roi. La défense d'un éléphant abattu en territoire de Bozobolo. La défense a été travaillée par un sculpteur noir qui l'a orné du portrait de Léopold II et de scènes caractéristiques de la province de l'Équateur. Un jeune léopard capturé dans la savane herbeuse de la région de Pandu, Carose Lubangi. Aux yeux des Congolais, le léopard représente à la fois la force et le danger. À l'encontre du lion, il attaque par derrière à la faveur de l'obscurité. Nul homme ne peut lutter contre lui. Seuls les chefs ont le droit de s'asseoir sur la peau de léopard et de la fouler aux pieds. Car dans cette communion, l'homme acquiert la suprême puissance attribuée aux fauves. Partout où le roi s'est rendu, l'affection des indigènes s'est exprimée sous les formes les plus diverses. Tantôt, des artisans lui ont offert des tableaux décoratifs, tantôt encore un indigène s'est fait le porte-parole de ses frères de colline pour exprimer dans un langage à la fois simple et fleuri les sentiments de tous. À d'autres moments encore, les notables, dans leurs costumes d'apparat, sont venus attendre le long de la route le passage du roi. Ils n'ont pas été déçus dans leur expectative. Toutes les races, toutes les tribus, tous les clans ont reçu un message. Le roi parle. M'adressant aux populations autochtones du Congo, je tiens à leur dire: ayez confiance en la Belgique et en ses représentants. Nous connaissons vos qualités morales et intellectuelles, votre énergie et votre capacité laborieuse. Nous rendons hommage à votre dévouement et à votre attachement à la Belgique. Nalinga, Botikala, Banso, Nakolinga et Kolonabisu, Namotema Moko, Nzambe, Abatela Congo, na Rwanda, Urundi, na Belgique. Banso, Bakotambula Boyo, Onzila Naboboto, Pe na Kolongono. Le Congo répond dans l'allégresse. Ezio Colomba, une
une danse très ancienne qui mime les occupations journalières de la femme indigène. Les danseuses sont coiffées de l'isota, fait de plumes de coq. Elles sont vêtues d'un pagne en raffia, portent attachés aux chevilles des grelots faits de graines, et elles ont le corps enduit d'une poudre rouge de bois râpé. Danse guerrière des Budja, tribu réputée pour son intrépidité. Les danseurs évoquent les phases des anciens combats. Danse Lengue. Cette chorégraphie présente sous leur jour le plus favorable les jeunes filles en âge de se marier. Danse Bilambu, des arabisés. Femmes et hommes entrent dans un état de transe, tandis qu'ils évoquent les mânes des ancêtres féticheurs. C'est le Congo primitif qui frémit dans ses rythmes et figures. La conservation des animaux sauvages en Afrique a fait de tout temps l'objet de la préoccupation de nos rois. De grandes réserves naturelles ont été créées dans certaines régions du Congo. En 1933, la Conférence pour la protection de la faune et de la flore en Afrique, réunie à Londres, a défini l'expression parc national. Les parcs nationaux sont les royaumes des animaux sauvages où l'homme n'est admis qu'au titre de visiteur. Les touristes y sont soumis à des règles fort strictes. Sur la piste, par exemple, les animaux ont toujours droit de priorité.
parcs nationaux du Congo se prolongent au-delà des frontières du territoire belge d'Afrique. Dans l'Ouganda notamment, sur la rive orientale du lac Édouard, s'étend l'admirable parc Reine-Élisabeth. Dans ces parcs nationaux, les oiseaux et les bêtes n'en font qu'à leur guise. Et ce régime de liberté totale protège certaines espèces devenues rares et qui doivent être mises à l'abri des chasseurs indigènes et européens. Ici, c'est la nature tout entière qui parle son langage souverain. Le conservateur du parc attire l'attention du roi sur la trace fraîche laissée par un éléphant. La grande forêt équatoriale de part et d'autre de l'équateur, et plus particulièrement celle de l'Ituri, dans la province orientale, est l'habitat naturel des pygmées de race pure. Ces petits hommes connaissent la forêt, sa végétation, ses essences. Le pygmée est timide et méfiant. Mais lorsque le blanc fait preuve à son égard de compréhension, de patience et de gentillesse, il quitte volontiers le refuge de la grande forêt pour prendre part aux fêtes dans le village des Noirs, en bordure de la route. Ce peuple, en fait, est un peuple de chasseurs. Les pygmées sont les collaborateurs de l'officier de chasse qui a mis au point une méthode parfaite pour capturer vivant l'animal rare qui n'existe qu'au Congo belge, l'okapi. 2 spécimens vivants ont été offerts au roi en souvenir de son voyage. Voici le récit de leur capture. Nous sommes à Epoulou, au kilomètre 456 de la route de Stanleyville à Irumu. L'officier de chasse du gouvernement général a convoqué les pygmées et leur donne ses instructions dans leur langue. Masaiba yangu wapenzi,
Okapi ingine moja inaanguka ndani ya simu yetu leo. Mwikale tayari ya kwenda si watu pamoja polini, tumtoshe pezi katika hilo simu. Tumshunge vizuri, asilumia afika hapa ipulu na nguvu tele na mwili safi sawa na wili wiku ndani ya lupango yetu. Zamani munaiwa ba Okapi banakufa sana. L'okapi, qui vit dans la forêt primaire équatoriale, appartient à la famille des girafes. Mammifère nocturne, il se nourrit de fourrage forestier. La méthode de capture que les pygmées vont appliquer est le résultat d'une longue expérience. Ils s'égaillent dans la forêt pour y creuser un grand nombre de pièges. Voici du renfort. De part et d'autre de la route, et à une profondeur qui ne dépasse pas 500 mètres dans la forêt, les fosses sont soigneusement préparées. Pour capturer l'okapi intact, on creuse des trous rectangulaires dont la profondeur ne dépasse pas 2,25 m. Ceux-ci sont aménagés en très grand nombre aux endroits de passage possibles de l'animal. Pour éviter que l'okapi ne se casse les membres dans sa chute, les fosses sont remplies à mi-profondeur de feuillage sec récolté dans la forêt. Sur le claillonnage des branches, on dispose avec un soin méticuleux des feuilles vertes. Bientôt, le camouflage sera terminé. La veillée commence. Du haut des grands arbres, les guetteurs surveillent les alentours. Car la capture des okapis ne comporte ni battue, ni déploiement de chasseurs. Tout est laissé au hasard, à la chance. C'est l'animal lui-même qui, bien à son insu, doit venir donner dans un des multiples pièges qu'on lui a préparés. Il ne reste qu'à prendre patience. Par petits groupes, pygmées et cornacs noirs assurent nuit et jour la surveillance des trous. Tandis que les équipes de guet sont à leur poste, d'autres pygmées commencent la préparation du matériel requis pour les phases ultérieures de la capture. Les sticks et les lianes dont ils auront besoin sont choisis et taillés avec cette sûreté qui résulte de la longue et profonde intimité entre les pygmées et la forêt équatoriale. L'attente se prolonge, mais la tension ne se relâche pas un instant. Chacun demeure à son poste. Un piège attend sa victime. La deuxième phase de la capture va commencer. L'animal tombé dans la fosse, il faut aussitôt préparer sa délivrance. Les pygmées vont édifier au moyen de grands sticks un premier enclos. On pourrait se demander pourquoi on ne lisse pas purement et simplement l'okapi de son piège pour le transporter à dos d'homme dans une cage à travers la forêt jusqu'à sa future résidence. L'expérience a prouvé que l'animal, ligoté ou bousculé, se débat à tel point qu'il s'inflige à lui-même des blessures fatales. Aussi, son acheminement fait-il l'objet de grands soins. Devant le trou, les chasseurs creusent une déclivité, une sorte de petite rampe, que l'animal pourra gravir.
Même dans ce travail, les hommes évitent d'effaroucher inutilement l'ocapi. La paroi de terre qui sépare le trou de la rampe n'est enlevée qu'au terme de l'opération. Le gros œuvre de la délivrance étant achevé, les pygmées quittent l'enclos. Premier pas dans une liberté encore fort restreinte et qui, si elle va s'élargissant, n'en restera pas moins et à tout jamais illusoire. Dès l'instant où l'ocapi est dégagé, les pygmées procèdent à la mise en place du dispositif qui doit assurer dans un minimum de temps et dans les conditions de sécurité les meilleures l'évacuation de l'animal. Aujourd'hui et dans les jours à venir, les chasseurs vont aménager à travers la grande forêt un couloir fait de sticks. Le couloir est destiné à relier l'enclos provisoire à la route par la voie la plus courte et en contournant seulement les obstacles infranchissables, tels les grands arbres de la forêt primaire. 4000 sticks délimitent les 3 chemins de l'ocapi. Pendant 8 jours, ce travail se poursuit sans discontinuer. Il faut consolider le couloir au moyen de traverses et de lianes que ces petits hommes au visage éveillé nouent avec une dextérité comparable à celle des meilleurs arrimeurs et marins. À son extrémité, le couloir est occulté de part et d'autre au moyen de grandes feuilles. L'officier de chasse dirige lui-même les opérations. La séparation entre l'enclos provisoire et le couloir a été supprimée. Voici qu'un chemin insolite s'offre à l'animal. Il s'y engage avec toute la méfiance hésitante du captif. Cette opération si longue, qui a requis tant d'efforts et de patience, arrive heureusement à son terme. Elle est le couronnement de l'expérience de l'homme qui l'a dirigée. Toute une vie humaine dédiée à l'étude de la faune, au comportement et aux besoins des animaux sauvages trouve ici sa récompense. Voici l'ocapi arrivé à destination. Le parc à animaux reçoit un nouveau pensionnaire.
peu à peu, le nouveau venu va s'habituer à la présence de ses frères et de ses sœurs de race, à la présence de l'homme. L'homme qui veille sur le bien-être de l'animal, lui procurant la variété de fourrages forestiers frais dont il a besoin. Le drame se termine par une véritable réconciliation entre l'homme et l'animal. Soudain, tout change, tout est différent. Nous sommes dans un pays de hauts plateaux et de montagnes que traverse du nord au sud la crête qui sépare les bassins du Nil et du Congo. Depuis 1922 et en vertu d'un mandat international, la Belgique administre les territoires du Rwanda-Urundi situés à l'est du Congo belge. Bujumbura, capitale de ces territoires, où l'avion royal atterrit, est situé dans l'Urundi, à près de 800 mètres d'altitude, au nord-est du lac Tanganyika. À l'encontre de l'exubérance congolaise, le battement de main est ici la marque suprême du respect. Les seigneurs Barundi accueillent leur roi au son d'un orchestre composé de 100 tambours. Dans les grandes occasions, les danseurs du Mwami de l'Urundi exécutent quelques-unes des figures les plus célèbres de leur ballet. Ils apparaissent parés de baudriers, vêtus de peau de léopard et coiffés d'élégantes couronnes. En finale du programme, la danse tournoyante, dont les jeunes gens réservent le spectacle aux jeunes filles qu'ils désirent conquérir. Le roi a quitté Bujumbura pour se diriger en voiture vers le nord du pays. La caméra le précède en hélicoptère. C'est la première fois qu'un tel appareil survole ces régions montagneuses. L'apparition dans le ciel de ce grand insecte mécanique provoque un étonnement considérable. En quelques minutes, la piste d'atterrissage s'emplit d'une foule composée de représentants de la classe dirigeante de la région. Ces hommes de haute taille et au corps plein de noblesse sont les descendants de pasteurs venus au cours des siècles des hauts plateaux du Nil.
C'est de la part du Mwami un hommage particulier que d'offrir à son hôte une vache, animal sacré, chargé de toutes les croyances ancestrales de son peuple. La frontière de l'Urundi et du Rwanda est formée par la rivière Akanyaru. Elle arrose un pays au climat tempéré, favorisé par des pluies régulières et abondantes. L'altitude moyenne de la région est de 1800 mètres. Le long de la route, bordée d'eucalyptus, de cyprès et de chênes argentés, les seigneurs du pays sont échelonnés de 3 en 3 mètres, formant une garde d'honneur tout au long du parcours de la voiture royale. Frontière symbolique entre deux territoires, un pont sépare l'Urundi du Rwanda. C'est ici que le roi prend congé du Mwami de l'Urundi. Au-delà du pont, le Mwami du Rwanda attend le souverain. Accompagné du gouverneur général du Congo et du gouverneur du Rwanda-Urundi, le roi passe d'un royaume à l'autre. Sire, soyez bienvenue dans Rwanda. Sur un bout de route, au fond d'une vallée, le cérémonial de la bienvenue se déroule avec une grande simplicité, toute empreinte de noblesse. Nyanza, capitale indigène du Rwanda et résidence du Mwami, lequel a préparé en l'honneur du roi des Belges une fête sans précédent. Dans un florilège qui évoquera toute la culture aristocratique du pays, les danseurs, accompagnés des tambours et des olifants, vont exécuter individuellement ou en groupe des danses que l'on appelle l'invincible, la victorieuse, la bénie, la provocatrice, l'aérienne, la prestigieuse, la chatoyante, l'incomparable, la foudroyante. Les grandes familles du Rwanda résident dans les krals, vastes enclos situés au sommet des collines.
C'est là que vivent, autour du chef et sa famille, un aïeul, les fils mariés et parfois une veuve revenue auprès des siens. Dans ces territoires, les vaches, propriété personnelle du Mwami, représentent aux yeux des populations la richesse suprême. L'admiration et le respect entourent ces ruminants, dont la possession est à la fois signe d'opulence et marque de distinction. Chaque fois qu'il veut honorer un visiteur, le Mwami du Rwanda lui offre une vache. Mais son témoignage le plus haut de vénération consiste en une vache laitière accompagnée de son veau. Les dignitaires de la cour marquent leur émotion devant ce geste royal. Tout le peuple veut être témoin de cette scène inoubliable. Adieu au Rwanda. Précédé des danseurs et des musiciens, le Mwami reconduit son suzerain qui regagne le Congo. La forêt équatoriale doit sa luxuriance à l'eau des rivières et du grand fleuve. Ce sont les artères et les veines qui assurent la permanence et la fécondité de la vie végétale et du règne animal qui en est tributaire. À Stanleyville, dernière étape du voyage royal, les Wagenia ont érigé en bordure de leur célèbre pêcherie un arc de triomphe au moyen d'une pirogue. Préparatifs de fête en l'honneur du roi. Préparatifs à la danse. Les Wagenia vivent sur les deux rives du grand fleuve, dans la région où celui-ci change de nom et de Lualaba devient Congo. Dans cette tribu, seules les femmes et les enfants sont admis à la danse. Apothéose de la réception du roi, les prodigieuses régates. 1000 hommes, à bord de 12 pirogues, vont s'élancer dans les rapides pour gagner à la course la berge à proximité du bateau royal.
terme des régates, la course rebondit. Les pirogues mettent le cap sur le bateau royal qui, dans un élan de fol enthousiasme, sera bientôt abordé et envahi. Le voyage du roi des Belges touche à sa fin. Que vivent ces jours glorieux et que leur clarté illumine l'avenir de l'Afrique et des peuples qui l'habitent.